Je démarre, compte courant d'associés. Alors, c'était les quelques questions que j'avais renvoyées un peu en introduction. Euh, Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser des comptes courants d'associés pour un projet d'énergie citoyenne, qu'on soit une collectivité ou une société ou des bénévoles et des habitants citoyens qui participent à un projet d'ENR. Alors, soit quand on investit dans le projet, mais qui a besoin qui a un délai avant le remboursement de la TVA, et donc ce qui peut poser un problème de trésorerie, donc plutôt de manière à court terme, le temps de se faire rembourser, donc c'est une histoire de quelques mois. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant que des associés de la société citoyenne puissent prêter de l'argent sur un temps court pour que la société puisse faire face à ce problème de trésorerie. Deuxième point sur lesquels ça peut être intéressant, euh, les taux d'intérêt, c'est le contexte actuel, ont remonté. Le projet est financé en partie par un emprunt bancaire, mais finalement, on a l'impression que derrière, c'est la banque qui capte toute la valeur économique du projet. Est-ce que ça pourrait pas être la société citoyenne a besoin de financement? Est-ce que ça peut pas être plutôt que de mettre du capital des sociétaires qui prêtent de l'argent à la coopérative, plutôt que ce soit la banque qui prenne de l'argent qui prête de l'argent à la coopérative et qui puisse être rémunéré pour ça sous forme d'intérêt, comme le ferait la banque. Donc ça, c'est un cas également où il peut y avoir des comptes courants d'associés. Euh, autre cas où ça peut être intéressant, généralement quand on investit dans un projet sous forme de capital, à la fois voilà, le fait qu'il y a besoin de rembourser une partie d'emprunt bancaire, qu'il y a besoin d'amortir l'investissement de la centrale, fait qu'on peut dégager des bénéfices que sur un temps plutôt long, à partir de 15 ans, 20 ans. Proposer des comptes courants d'associés, ça peut être aussi une manière de proposer une rentabilité pour les investisseurs à plus court terme, le temps que les parts sociales puissent le permettre dans un second temps. Autre cas, vous avez besoin d'un financeur complémentaire pour consolider les fonds propres. La banque attend à ce qu'il y ait des finances solides pour la société citoyenne. Mais du coup, qui dit rentrer au capital dit aussi place importante dans la gouvernance. Alors, ça dépend toujours des statuts. Est-ce que la gouvernance est décorrélée du capital? C'est possible de le faire au moins en partie, mais les comptes courants d'associés peuvent être un outil pour aller encore plus loin dans cette décorrélation entre la part qu'on a au capital, au financement, et la part qu'on peut avoir dans les décisions de la société. Et enfin, alors, un dernier cas, j'ai laissé un point d'interrogation parce qu'on n'a pas encore tous les retours d'expérience pour être sûr que ça fonctionne bien, mais a priori c'est le cas. Mais je mets bien quand même des guillemets et un point d'interrogation. Vous êtes dans le cadre d'une coopérative qui investit sur des projets photovoltaïques, plutôt de manière dérisquée, au sens où il y a un tarif de rachat, une faible rentabilité, mais qui est plutôt assurée. Vous souhaitez investir peut-être sur un projet éolien, mais là qui est en phase à risque. Du coup, il n'y a pas on est dans une situation assez différente. Est-ce que les comptes courants d'associés peuvent pas être un outil pour que certains sociétaires qui sont prêts à assumer ce risque puissent prêter de l'argent à la société, qui puissent investir dans projet éolien, pour poursuivre l'exemple, et récupérer une partie du coup, du capital risque ou de la rémunération si le projet se fait, mais en assumer les pertes et pas le faire assumer par la coopérative si le projet ne se fait pas. On doit pouvoir écrire des comptes courants d'associés pour le faire. On pourra en rediscuter après, mais voilà, tous ces 5 cas-là, ça peut être des cas de figure où vous pouvez faire appel à des comptes courants d'associés. Ce qu'on va faire là sur voilà, les 20 prochaines minutes, c'est plutôt de regarder un peu
revenir sur la structure de financement telle qu'elle se fait couramment d'un projet ENR et voir quelle place les comptes courants d'associés peuvent avoir dans cette structure de financement. De regarder un peu plus en détail comment ça peut être utilisé, avec quelle modalité. Et voilà, dans une seconde partie, on essaiera de répondre aux questions et d'avoir un peu voilà, le témoignage de Jean-Luc et de pouvoir échanger sur les différentes possibilités. Et on finira sur les différentes ressources disponibles, sachant que voilà, ce webinaire est vraiment plutôt une entrée en matière. Donc, sur la structure de financement d'un projet, de manière générale, l'investissement total, qu'on soit sur du PV toiture, un projet éolien ou une chaufferie bois, l'ensemble des CAPEX, donc de l'investissement, va être apporté par des actionnaires sous forme, donc on verra un peu le détail après, de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Donc c'est le capital social et le reste est apporté par la banque. Donc souvent, c'est pas une généralité, enfin, c'est une généralité, on va dire. On peut avoir voilà, entre 10, 15, 20, 25% qui va être apporté par les actionnaires et le reste qui va être apporté par la banque. Il y a des sociétés qui fonctionnent à 100% en fonds propres, quasi fonds propres, ou à 50%. Voilà, il n'y a pas de généralité. La pratique sur les gros projets, c'est plutôt ces ordres de grandeur. Parce que plus on va aller chercher la banque, et si le taux d'intérêt de la banque est plus faible que le rendement du projet, on augmente en fait cette rentabilité pour les actionnaires. Donc, dans les faits, généralement, on va aller voir la banque qui, avec un certain nombre de ratios attendus sur la solidité de la société, va pouvoir proposer un certain nombre de garanties sur le parc ou la centrale qui va être développée, va proposer un montant avec un taux d'intérêt. Et les actionnaires vont apporter le complément. Donc, quand on parlait de fonds propres ou quasi-fonds propres, le capital social, ce sont les fonds propres, les titres, les actions. C'est ça que vous investissez généralement dans les sociétés citoyennes. Et les comptes courants d'associés. Globalement, ça correspond à une avance de trésorerie qui est consentie par un ou plusieurs associés à sa société. Et si ces avances de trésorerie respectent un certain nombre de conditions, elles peuvent être considérées comme des quasi-fonds propres et du coup être considérées par la banque comme étant une ressource solide de long terme pour la société. Et donc voilà, toujours un peu grande généralité sur le financement d'un projet. Généralement, on va considérer que c'est les projets d'une société citoyenne non vont aller de financement en capital qui correspondent à les financements les plus risqués, au sens où, en fait, si à un moment la société fait faillite, ce sera les derniers qu'on va rembourser. Par contre, qui dit risque, dit aussi potentiellement, c'est le type de financement qui va apporter la meilleure rentabilité. Les dettes, les emprunts bancaires, eux, ils vont plutôt être tout en bas de la structure de financement. La banque va demander le plus de garanties possible, elle va faire en sorte que ce soit elle qui soit remboursée en premier si jamais il y avait un problème. Par contre, généralement, elle va attendre une rentabilité qui va être plus faible que celle que peuvent avoir les actionnaires. Et finalement, au milieu, il peut y avoir un certain nombre d'outils financiers, dont les comptes courants d'associés qui peuvent être considérés comme des fonds propres, et il peut là y avoir des obligations, il y a voilà, un certain nombre de choses différentes avec des conditions qui vont se retrouver un peu entre les deux. Juste pour finir sur cette info globale un peu sur la structure de financement, là j'ai mis un exemple de flux de trésorerie. Alors c'est juste pour imaginer que ces montants-là, ça correspond au chiffre d'affaires d'une société pour un projet.
peu importe, voilà, on peut imaginer que c'est une centrale toiture ou non, ou éolienne, où on pourrait avoir les mêmes choses. Avec les années en abscisse, c'est plutôt voilà, un schéma type. De manière générale, ce chiffre d'affaires, toutes les premières années, il va servir à la fois à payer les différentes charges qui vont être payées chaque année, à rembourser l'emprunt bancaire, potentiellement à rembourser des comptes courants qui peuvent être faits par les associés, avec le capital et les intérêts. Et c'est une fois que en fait, tout ça sera remboursé que la société va pouvoir dégager suffisamment de bénéfices pour potentiellement utiliser une partie de ces bénéfices sous forme de dividendes. Évidemment, les maîtrises de la demande en énergie, animation, sensibilisation, etc., ça va pouvoir être pris aussi beaucoup plus facilement à partir du moment où les emprunts sont remboursés. Voilà, c'est très schématique, c'est juste un compte de trésorerie. Derrière, il y a aussi le fait que les installations ne sont pas amorties comptablement. Du coup, c'est difficile de sortir des dividendes et fait que ces comptes courants d'associés peuvent servir à financer et avoir du coup voilà, des flux de court terme sans attendre l'amortissement et le remboursement des prêts. Concrètement, comment ça peut fonctionner? Donc, un compte courant d'associé, on l'a dit, c'est comme un prêt qui est réalisé par un associé de l'entreprise, la société citoyenne, donc à la société. Et donc, ça permet de renforcer les fonds propres. Un compte courant d'associé doit respecter un certain formalisme. Il est ouvert par l'entreprise au nom d'un associé. Donc c'est bien un prêt. Donc il y a un cadre qui est défini, qui précise le montant, le délai, le taux, qui peut préciser les modalités de remboursement. Il peut y avoir ce même cadre qui est le même pour tous les comptes courants d'associés, pour tout le monde. On peut très bien aussi avoir, il n'y a pas d'obligation à ce qu'il y ait la même obligation de traitement, même si on peut fortement le recommander à la fois en termes de soucis d'égalité, mais aussi de facilité de gestion. Mais il peut très bien y avoir des comptes courants qui sont différents en fonction des besoins de trésorerie, en fonction des différents projets, qui ne peuvent pas tous avoir les mêmes contraintes. Un projet photovoltaïque, un projet éolien, etc. Et de personnes publiques ou de personnes morales, on détaillera ça un peu juste après, ou des besoins d'attente. On peut faire globalement à peu près ce qu'on veut. Généralement, on peut faire en sorte que cette décision elle soit prise en assemblée générale ou par une organe dirigeante, un CA ou autre. Souvent, c'est indiqué cette possibilité-là dans les statuts, mais si ce n'est pas le cas, on peut quand même le faire, mais le mieux, c'est de l'encadrer pour que ce soit, voilà, le cadre soit le plus clair possible pour tout le monde. Si on rentre un petit peu dans les détails, donc par rapport aux parts sociales, elles donnent droit, donc le capital, donne droit à un accès à la gouvernance. Il est rémunéré par des dividendes et généralement, le capital est bloqué sur une durée minimum. Ça peut être 3, 5 ans ou plus selon vos statuts. Les comptes courants d'associés, eux, ne vont pas donner accès à la gouvernance. Par contre, c'est forcément un associé, donc quelqu'un qui détient du capital qui va pouvoir le faire. Ils ne donnent pas accès à des dividendes, donc ils sont rémunérés par des intérêts. Et ils peuvent être remboursés aux actionnaires. Donc, si la trésorerie le permet, les ratios bancaires le permettent. Donc tout ça, voilà, c'est défini un peu dans le cadre, dans la convention de compte courant d'associés. Et généralement, s'ils sont bloqués sur une durée suffisamment longue, ou au même titre que les parts sociales, ils peuvent être considérés comme des quasi-fonds propres et donc renforcer la stabilité de la société. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une convention de compte courant d'associés, une convention qui est passée entre la société et un des associés qui veut prêter de l'argent? Il peut y avoir un montant minimum de parts sociales. C'est possible, c'est pas obligatoire.
j'ai le droit de prêter, si j'ai 100 € de part sociale, je peux prêter 100 €, ou je peux prêter 1000, ou à partir du moment où je détiens X% du capital, je peux prêter de l'argent à ma société. Tout ça, ça peut être défini. Donc soit ça l'est dans les statuts, mais sinon ça peut être défini voilà, dans un règlement intérieur, ça peut être une décision qui peut être prise en AG, en conseil de gestion, d'administration. Il peut y avoir une durée de blocage qui peut être définie, qui peut être fixe ou qui peut dépendre de la stabilité financière de l'entreprise. Et donc voilà, ça, la banque peut l'exiger pour que ça soit considéré comme un quasi-fonds propre. Il peut y avoir défini la priorisation du remboursement par rapport à d'autres créanciers. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, par rapport à la banque, par rapport au capital, par rapport à, je sais pas, d'autres titres financiers qui pourraient être définis. Le remboursement, est-ce qu'il est à terme, au bout de 5 ans, 7 ans, 10 ans, ou est-ce qu'il est annualisé, comme on le fait quand on rembourse un prêt immobilier est-ce que tout est remboursé d'un coup, tous les intérêts d'un coup au fur et à mesure? Voilà, tout ça, il suffit de l'écrire, mais c'est assez souple sur la manière de le définir en fonction des besoins. Sur la rémunération de ces comptes courants d'associés, en théorie, c'est assez flexible. On peut faire beaucoup de choses. Pour les personnes physiques, ça peut être élevé, très élevé, faible ou gratuit. On peut, là, souvent, c'est indexé sur l'inflation. Il n'y a pas de contrainte directement sur le taux à fixer pour des personnes physiques. Pour les personnes morales, par contre, s'il n'y a pas de taux d'intérêt qui correspond finalement à un risque réel du prêt, le risque, c'est que les services des impôts considèrent que c'est une sous-capitalisation de la société et que ça puisse être retoqué. Et donc, pour des personnes morales, l'idée, c'est d'encadrer ça et de correspondre à peu près aux taux moyens qui sont pratiqués sur le marché. Et dans les deux cas, ce qui va souvent se faire, c'est de regarder voilà, les plafonds fiscaux et de les adapter au taux moyen des obligations d'État. Donc il y a un indice qui est disponible et qui est le lien également disponible là, sur le site d'énergie partagée, là, sur l'espace adhérent, donc qui permet à la fois de se prémunir pour des personnes morales et de faire en sorte que la fiscalité, donc là qui n'est pas pour le sociétaire, mais pour la société, soit plutôt limitée à partir du moment où il y a les bons taux d'intérêt. On pourra en reparler voilà, si vous avez des questions. Là, je repasse vite pour balayer un petit peu tous les sujets. Sur la fiscalité, du coup, pour l'associé, généralement, c'est un plan, donc ça fait 1 an ou 2 là, que c'est comme ça, ou quelques années, il y a un plan forfaitaire unique, donc il y a un prélèvement de 30% sur les intérêts, donc c'est les impôts sur le revenu, donc chacun sur sa fiche d'impôt, l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux, tout ça, ça fait 30%, qui sont 30% des intérêts, pas du nominal. Et pour la société bénéficiaire, la fiscalité, donc c'est considéré comme des charges financières. Donc ça rentre dans cette partie comptable. Quand il y a un prêt à la société, du coup, ça figure au niveau comptable, au niveau passif, dans un compte de dette. Donc j'ai pas les numéros en tête, voilà, mais voilà, c'est détaillé sur le site d'énergie partagée également. Et donc quand il y a des intérêts qui sont versés par la société, c'est inscrit dans le compte emprunt et dette financière diverses. Je passe très vite. Là, l'idée, c'est pas de tout voir en détail, mais au moins d'avoir une vision sur les grandes lignes. Exemple de convention, juste avant voilà, de pouvoir échanger ensemble dessus. J'ai pris 2 exemples là, qui sont sur le site internet d'énergie partagée également. Donc, on voit que c'est un document 2 pages, recto verso. Donc là, c'est avec une SIC. C'est assez simple. La dénomination de la SIC, de la personne qui veut prêter de l'argent, qui est associée. Ce convenu, ce qui suit, le montant minimum de prêt, l'interdiction d'avoir un solde débiteur. Donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire, je crois. La durée.
Donc là, qui est définie ici de 3 à 10 ans. La rémunération, qui est définie, donc ça, ils ont quelque chose de très générique. Si c'est 3 ans, c'est 1,5. Si c'est 10 ans, c'est 2,5. La manière de rembourser les sommes, le règlement des différends. C'est signé. Et ensuite, une fois qu'il y a ce contrat, cette convention qui est réalisée entre l'associé et la société, bah, voilà, c'est un virement et globalement, voilà, il n'y a pas de contrôle ou de formalisme plus poussé à réaliser. Je présente juste l'autre, vous pourrez regarder en détail là, sur l'espace adhérent également. Ils ont fait également un 4 pages. Là, il y a ils l'ont détaillé en 4 décès. Ils ont mis une rémunération voilà, différente, mais on retrouve globalement les mêmes choses. Et donc voilà, on peut très bien avoir des versements en plusieurs fois et même on peut très bien imaginer que il doit y avoir des dividendes pour du coup des actionnaires qui ont du capital. Donc souvent, et ça peut être un souci de vouloir verser des dividendes et pour quelqu'un qui a je sais pas moi 100 euros de part, il va se retrouver avec 1 euro de dividendes, ça fait des frais pour les verser. Donc on peut très bien dire on verse des dividendes, mais ces dividendes-là, ils restent sur le compte de la société sous forme de compte courant d'associés. Et donc, il n'y aura qu'un versement à partir du moment où bah, les montants de dividendes à verser sont supérieurs à tel montant. Si je reviens, on pourra aller détailler après, juste un point sur les collectivités avant le témoignage. Là, la législation a évolué là, depuis les dernières lois, là, il y a 2-3 ans. Le montant maximum qui peut être avancé en compte courant d'associé par une collectivité correspond à 15% des recettes réelles de son budget. Quand on est dans le cadre d'un tarif d'achat, si on est en PPA, donc en contrat de gré à gré sans passer par les tarifs de rachat garantis par l'État, ça correspond à 5%. Et aujourd'hui, la durée de compte courant d'associé doit être limitée à 7 ans, renouvelable une fois. Et voilà, et 2 ans quand on est dans le cadre de PPA. Et donc ça, pour les collectivités, c'est aussi un instrument qui peut être utile. Notamment, bah, elle peut très bien également, de son côté, faire un prêt et anticiper les recettes fiscales ou du projet. Donc savoir ce qu'elle serait capable de rembourser pour pouvoir aussi emprunter et faire un compte courant, potentiellement faire un compte courant d'associé ou investir au capital d'une société ENR ou société citoyenne. Je suis passé très vite pour vous présenter un peu toutes les possibilités. Je ne sais pas si, du coup, Jean-Luc, est-ce que tu veux essayer de présenter toi un peu ton expérience et après on prend les questions et les échanges? Voilà, est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends très bien. Ah, d'accord. Voilà. Bon, Ouais. bah écoutez, l'expérience qu'on s'y met à date de quelques temps. Donc, je vais vous raconter ça de mémoire. Je ne vais pas être très très long, hein. On s'est rendu compte que sur un investissement de, je crois que c'est 40 000 euros, on avait une TVA qui était à 20%, un peu comme tout le monde. Et on a sollicité deux associés qui nous ont prêté, en fait, hein, comme le disait Thomas, en fait, c'est un prêt, qui nous ont prêté la somme qui correspondait à la TVA et on l'a remboursé dès que la TVA nous a été rendue. Voilà. Donc, c'est en effet un instrument d'une grande souplesse qui permet de ne pas sortir de l'argent qu'on n'est pas obligé de solliciter auprès des actionnaires. Voilà.
Donc, c'est résumé simplement ce que l'on a fait. J'attirerai votre attention sur les statuts, hein, ça a été souligné tout à l'heure. Il y a parfois des conditions dans les statuts qui limitent, voilà. Donc, avant de faire, il faut quand même bien se pencher sur ses propres statuts qui parfois disent que le remboursement des comptes courants d'associés vaut vos demandes de rachat des actions aussi, hein. J'ai déjà vu ça dans des statuts. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Jean-Luc. Bien, du coup, tu pourras répondre aux questions avec moi en fonction. Je sais pas, Bruno et Julien, si vous avez compilé les choses. Eh ben, pour l'instant, tu m'entends bien? Ouais. Super. Pour l'instant, j'ai une question. Est-ce que l'ouverture de CCA est autorisée pour toutes les formes juridiques de société? Est-ce que certaines formes juridiques encadrent plus ou moins ce mécanisme? Eh ben, à ma connaissance, il n'y a pas de restriction sur aucune forme de société. Là, ce serait à vérifier sur l'espace adhérent, mais je ne crois pas. C'est quelque chose qui est vraiment très courant et qui se fait un petit peu dans tous les secteurs, et c'est pas du tout spécifique aux ENR. Dans les ENR, bah, en fait, c'est très capitalistique. Il y a beaucoup besoin d'investir au démarrage et du coup, les CCA peuvent être très utiles. Mais je ne crois pas qu'il y ait de restrictions ou d'encadrement particulier en fonction de SIC, PASIC ou SAS ou autre, quoi. Voilà, je Très bien. renouvellerai juste mes Mm. recommandations de jeter vraiment un œil acéré à ses propres statuts pour savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc, c'est la seule question que je voyais dans le canal Q&R. Je n'en vois pas dans le canal conversation. N'hésitez pas, soit par écrit, soit si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à lever la main avec le petit logo là-haut. J'en ai une autre qui vient d'arriver. Bonjour, a-t-on une idée sur la durée moyenne des CCA? Qu'est-ce qui se pratique de manière, on va dire, usuelle? Ouais, bah, souvent en fait ça dépend vraiment du besoin auquel on veut répondre. Si c'est un besoin d'avance de trésorerie, ça peut être juste quelques mois le temps de récupérer la TVA. Si c'est un besoin de financement de plus long terme, bah là ça dépend. Souvent ça se fait en articulation aussi avec le prêt bancaire. Ça peut soit complémenter le prêt, soit se substituer à une partie de l'emprunt bancaire qui peut être fait. Donc là, en fait, tout est possible. Ça peut être sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 12 ans. Donc, toujours à imaginer qu'il peut y avoir le taux d'intérêt qui dépend aussi de cette durée et des exigences que peuvent avoir les sociétaires, personnes physiques ou morales ou collectivités. Bah, en fait, voilà, typiquement, les conditions économiques vont faire qu'on ne va pas agir de la même manière. Si la banque est prête à prêter de l'argent à 1% ou pour 0,8, comme c'était le cas il y a quelques années ou quelques mois presque encore, les taux d'intérêt, les CCA avec moins d'intérêt. À partir du moment où la banque va demander 3-4% d'intérêt, bah, ça peut être intéressant de substituer un emprunt bancaire à 12 ou 15 ans par un CCA à 12 ou 15 ans et la rémunération aille plutôt du côté des sociétaires. Je ne sais pas si ça répond, mais du coup, voilà, on peut tout imaginer. Après, effectivement, il faut que ce soit attrayant pour tout le monde. Et que le taux d'intérêt corresponde aussi à la durée d'immobilisation de l'emprunt, du prêt. Ce que je peux rajouter, c'est qu'on peut aussi avoir des actionnaires sympas qui prêtent à zéro.
hein. Pour une durée très courte, nous, on a eu au moins un actionnaire qui nous a prêté à 0% d'intérêt, ce qui était pas inintéressant. Et en tout cas, oui, c'est sûr que voilà, c'est vraiment la durée de l'emprunt qui veut aussi, et qui prête. Si c'est une personne morale, il y a forcément un intérêt derrière, et du coup une durée limitée, on l'a vu, à 7 ans, renouvelable une fois. Et après, voilà, c'est vraiment les conditions et la capacité de la société à rembourser ses prêts qui peut, qui peut permettre de calculer la durée. Et c'est vraiment le modèle économique, que ce soit un projet éolien ou photovoltaïque, qui va déterminer si la société est en mesure de rembourser le prêt et la combien, quoi. Et j'ajouterais peut-être juste quelque chose que j'ai évoqué au tout début, sur le fait de cibler des comptes courants d'associés vers un projet particulier. Donc là, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier avec une des sociétés citoyennes du réseau, qui a investi dans des projets photovoltaïques sur toiture, qui veut investir dans un projet éolien en phase à risque. Le problème, c'est que investir 60 000 euros ou 100 000 euros dans un projet éolien, si le projet ne se fait pas, ça risque de mettre en difficulté fortement la société citoyenne. Par contre, si le projet se fait, il y a une prime de développement qui est associée à la réussite du développement du projet, et ça peut être intéressant financièrement, voire très lucratif. Et du coup, une des pistes qui est étudiée, c'est qu'il y ait des sociétaires qui puissent prêter à la coopérative de l'argent sous forme de compte courant d'associés, avec un taux d'intérêt qui est calculé sur la prime de développement qui est connue, donc qui peut être intéressante. Mais par contre, si le projet ne se fait pas, il peut y avoir une clause de renoncement au prêt. Et donc, on retrouve ça de renoncement au prêt, et donc, ou de clause de revoyure en fonction de la capacité financière de la société à rembourser ce prêt. Et ça peut permettre à la coopérative de mettre le pied dans un projet dès le début, sans avoir à supporter le risque de faillite, on va dire, de la société, et en même temps aux associés qui prêtent à la société d'avoir des taux d'intérêt qui sont à la mesure du risque qu'ils prennent, quoi. On peut prendre quelques questions encore, là, on a une petite vingtaine de minutes. Si Eh vous bien, voulez. je n'en vois pas. Soit tu as été hyper exhaustif, soit tu as été tellement vite que Ouais. les participants sont timides. Ouais, il y avait un complément tout à l'heure de la personne qui posait la question sur la durée moyenne des CCA et qui répondait en besoin long terme, je suppose que ça dépasse pas les 10 ans pour être attrayant pour les sociétaires. C'est vrai qu'il y a, vu la liberté d'action possible, c'est beaucoup plus souple avec un actionnaire ou des actionnaires qu'on connaît. Maintenant, effectivement, c'est une question d'attractivité. Sur le schéma que tu indiquais, on était sur une durée de 15 ans, je crois, de mémoire. Tout dépend du besoin et de l'envie du sociétaire. Effectivement, on peut supposer que c'est intéressant d'être attrayant, mais c'est pas forcément le premier but pour un sociétaire. Donc tout dépend du besoin de la société citoyenne et de l'offre bancaire qu'elle a à côté. Alors je vérifie sur le canal questions-réponses, mais je n'en vois pas d'autres.
Eh ben, en tout cas, si vous souhaitez approfondir le sujet, il y a un certain nombre de ressources sur l'espace adhérent d'énergie partagée. Donc on mettra à disposition là, en même temps que le replay le support avec les liens. Donc il y a voilà, un article sur les comptes courants d'associés. Il y a un guide et des exemples de conventions, donc certaines que j'ai tirées et que j'ai présentées rapidement tout à l'heure. Il y a voilà, un exemple de SERPA aussi pour déclarer ça aux impôts. Il y a un guide de bonnes pratiques pour les collectivités. Et voilà, il y a 2 articles sur les modalités d'investissement. Et si besoin, voilà, il y a aussi, j'ai remis le lien vers l'offre NEF Énergie Partagée Investissement qui peut permettre de faire un pré-relais, donc qui peut voilà, faire office d'un compte courant d'associé de court terme, le temps d'avoir un prêt ou de long terme. Donc toutes ces ressources-là sont disponibles sur le site, elles sont très bien détaillées et beaucoup plus que... Pendant que tu te reconnectes, Thomas, j'ai une main Ouais. qui se lève, c'est Ok. Dominique Briodeau. Est-ce que c'était pour la question précédente et la main est restée levée? Ou est-ce que tu as une En fait, question? j'ai trouvé, excusez-moi, j'ai trouvé le question-réponse, c'était la différence par rapport à, mince, excusez-moi, un emprunt obligataire. Je crois pas que c'est le nom. C'est principalement la proximité avec les actionnaires, en fait. Ouais, alors un compte courant d'associé, c'est forcément un associé, donc un actionnaire qui prête de l'argent. Une obligation, ça peut être n'importe qui. Pour moi, ça c'est la principale différence. Et ensuite, ça va se jouer peut-être dans le détail des modalités. A priori, une obligation sera remboursée en cas de faillite avant les comptes courants associés. Mais donc voilà, tout ça, ça peut être reprécisé. On parle voilà, de dette junior ou senior et dans quel ordre, s'il y a un problème, on rembourse les différents investisseurs. Donc les obligations, ça va être entre une dette bancaire et un compte courant d'associé. Mais voilà, ça c'est à revoir après en détail. Et une obligation, c'est pour tout le monde et pas que des associés, quoi. D'accord, merci. Alors, Jean-Luc lève la main. Une question, oui. Tu as parlé de SERFA pour déclaration aux impôts. Qu'est-ce qui est à déclarer? C'est la convention elle-même ou le fait d'avoir versé des intérêts? Ou les deux? Alors, tu n'as pas besoin de déclarer. En fait, les comptes courants d'associés vont apparaître dans l'exercice comptable. Donc, c'est ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Donc, c'est au passif que voilà, sur les comptes de la société, il y a un prêt. Et ensuite, donc effectivement, au service des impôts, il va falloir déclarer les intérêts versés. Et donc, c'est là où il y a besoin d'une déclaration de quels sont, à qui il y a des intérêts qui sont versés, quoi. D'accord. Une petite question, Thomas, je vais compléter pour essayer de donner envie à une autre question. Quand tu proposes les liens pour les documents sur le site d'énergie partagée, est-ce qu'il faut être obligatoirement adhérent pour y accéder ou est-ce que c'est sur la partie grand public ou les deux? Non, tout est sur la partie adhérent. Donc, si vous êtes adhérent au réseau, vous avez accès à l'espace et il y a les différents articles qui sont disponibles. Donc, si j'en montre un, voilà. Donc, sur le CCA, guide exemple de documents. Donc, il y a un certain nombre d'exemples de conventions, le fameux SERFA, là, un guide d'utilisation. Et si je vais voilà, sur les comptes courants d'associés, tout ce que j'ai expliqué très rapidement,
tout est détaillé. Qu'est-ce qu'un compte courant d'associé, le cadre général avec ceux qui veulent toutes les précisions sur le code des collectivités, et tous les détails un peu plus techniques sur la fiscalité, les différentes sources et liens vers Légifrance, sur les détails, les intérêts déductibles. Voilà, je n'ai pas voulu rentrer dans ces détails-là, mais tout ça, c'est reprécisé sur le site. Et pour les collectivités, voilà, sur l'espace adhérent, il y a également l'utilisation pour les collectivités territoriales, soit des CCA, soit des titres participatifs, enfin, une vision un peu globale pour les collectivités de leur meilleure manière d'investir à partir du cadre de la loi pour la croissance verte, là c'est en 2015 que ça a changé. Il y a eu 2 autres lois qui ont permis de faire évoluer un petit peu le cadre depuis. Voilà. Eh ben, s'il n'y a pas plus de questions, on peut s'arrêter là. Peut-être une dernière. Pas de main qui se lève. Ah, un petit mot dans conversation. Ok. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous faire remonter toujours vos besoins. On va essayer de programmer plus régulièrement là, des petits temps comme ça, soit sur la pause du midi ou plutôt en fin de journée pour être sûr que tout le monde puisse y participer, salariés, retraités, bénévoles. Et voilà, on a une petite idée de vos attentes et besoins, mais si vous avez des points précis, faites-nous les remonter, et comme ça, on essaie de programmer des temps qui puissent servir à tout le monde. Et bonne journée à vous tous. Salut, Bonne journée. bonne Merci beaucoup. bon appétit Merci. pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis, c'était très bien, très très bien. Merci encore. Salut. À bientôt.